Soyez les bienvenus, c'est l'heure de À l'affiche, une émission à la croisée de l'art contemporain et de la musique. J'ai le plaisir de recevoir un artiste français à la renommée internationale. Après avoir rendu hommage aux architectes du monde entier au château de Versailles en 2009, il met aujourd'hui en lumière les plus grands producteurs de musique. Quincy Jones, Rick Rubin ou encore Daft Punk, la galerie Perrotin lui consacre une double exposition à Paris et à New York. Xavier Veillant est mon invité. Bonjour. Bonjour Xavier Veillant, ravi de vous accueillir sur le plateau de France 24. Alors pour cette double exposition à la galerie Perrotin à New York et à Paris, vous êtes allé à la rencontre des plus grands noms de l'industrie musicale et vous avez réalisé une série de portraits. Pour s'engager dans une telle aventure, il faut être un peu dingue de musique, non ? Oui, mais peut-être que aussi mon travail d'artiste me permet d'ouvrir certaines portes, que ce soit au travers de mon intérêt pour l'architecture, par exemple. J'ai visité plein d'endroits formidables grâce à mon métier. Et là, finalement, c'était peut-être tout ça était un prétexte pour passer quelques temps avec certains de ces producteurs qui sont, à mon avis, des grands génies créatifs de notre époque. Et justement, cette exposition centrée autour de la musique, est-ce que pour le spectateur, il faut que le spectateur soit fan aussi de musique ou... Je crois pas forcément. Il y a des gens d'ailleurs qui viennent voir l'exposition et qui savent pas du tout qui sont les personnes représentées et qui savent même pas ce que c'est qu'un producteur. Et l'exposition, j'espère, tient la route sans qu'on connaisse les gens. Mais c'est vrai que il y a une sorte de contraste que je voulais avoir entre le côté immatériel de la musique et la manière dont c'est dispersé comme ça dans l'espace, et puis la densité, la précision de ces sculptures qui sont très réalistes. On les découvre là à l'écran. Ouais. On en découvre quelques-uns. Quincy Jones, Lee Scratch Perry, The Neptunes, Moroder. Enfin, voilà, vous mettez en lumière aussi de manière assez remarquée les Daft Punk qui ont tombé le masque. Et pourquoi vous avez choisi finalement un hommage aussi spécifiquement aux producteurs, à ces acteurs-là de l'industrie musicale ? En fait, je cherchais depuis longtemps une manière de représenter les gens de la musique que j'écoute. Mais finalement, les artistes, ça marchait pas parce qu'ils étaient déjà dans un système de représentation très, très élaboré, très complexe. Et donc, mon intervention venait comme une sorte de doublon un peu plat d'un fan qui va se recélébrer quelque chose qu'il est déjà à l'envie. Et je me suis donc plus intéressé sur la fabrication, au rapport que ces gens-là ont aussi aux artistes, et à la manière dont ils aident à développer des albums, des chansons, des musiques, d'une façon qui va porter leur empreinte après ça, mais on ne le sait pas. Et en fait, c'est une lecture... peut-être proche de, par exemple, comment on peut s'intéresser à l'art contemporain au travers du regard de certains collectionneurs ou de certaines galeries, ou à la littérature au travers des éditeurs, par exemple, et non pas des auteurs. Donc finalement, un peu les hommes de l'ombre, quoi, finalement. Ce sont les hommes de l'ombre, ceux mais dont on parle peu. Très peu, et en même temps, ils sont très, très courtisés, très prisés par le monde de la musique, parce que on sait que ce sont eux qui vont aider à amener un artiste à faire un album. Et par exemple, le cas de Rick Rubin avec Johnny Cash. Oui, d'y revenir, d'Eric Rubin surtout. Ouais. Et est-ce que ça a été très difficile de les convaincre, ces gens-là ? Je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué que ça, parce la plupart d'entre eux connaissent pas très bien l'art contemporain et ne me connaissent pas du tout. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir fait cette série des architectes à Versailles. Et puis le fait aussi d'avoir quelques relais dans le monde de la musique que je connais un petit peu. Qui vous ont amené au Daft Punk d'ailleurs. Oui, que ce soit Pedro Winter ou Marc Tessier-Ducrot ou Nicolas Godin de R qui m'a présenté, juste par email, qui me mettait en relation avec le management ou avec les producteurs directement. J'imagine que ça devait être de très très belles rencontres. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a aussi Marc Tessier-Ducrot qui est l'un de vos collaborateurs, il l'a dit. Et nous, en fait, on a voulu en savoir un petit peu plus comme ça sur les coulisses de cette aventure. On est allé le trouver et il évoque en fait la rencontre avec un immense Rick Rubin. On l'écoute. Il a une maison à son image, de surfeur hédoniste. Il habite au bord de la mer, c'est tout blanc chez lui, il n'y a rien, il n'y a que des enceintes et des poufs. Et Xavier a tout de suite suggéré, parce qu'on avait regardé, on avait remarqué qu'il aimait écouter la musique allongé, avec les mains sur l'estomac.
Et donc, il a tout de suite suggéré de poser comme ça, parce que c'est quand même 20 minutes un scan. Donc, il faut savoir tenir la pose. Et donc, il aurait eu tort de refuser. Il s'est allongé sur un matelas, il a été scanné comme ça, on écoutait de la musique à fond. C'était un très beau moment. Alors, vous confirmez, c'est vraiment des moments inoubliables, comme il dit? Oui, puis il y a une chose assez amusante, c'est que comme on ne doit pas trop se parler pendant qu'on fait les scans, parce que quand on parle, on bouge, et que les personnes, les sujets, les modèles doivent rester vraiment strictement immobiles. Oui, justement. Concrètement, comment ça se passe? En fait, on arrive avec un équipement qui tient en gros dans une valise. Il y a un ordinateur, 3 espèces de... Ça ressemble un peu à des enceintes. En fait, ça projette sur le corps, ça fait un relevé en fait, du corps, qui est ce qu'on appelle un nuage de points. Et après ça, grâce à des logiciels, on reconstitue en fait la surface du modèle de manière très précise. Après ça, il y a la phase de fabrication où là, on rentre vraiment dans le réel avec tous les problèmes que ça comporte. Mais c'est une technique qui est intéressante parce qu'elle est propre à notre époque et en même temps, elle me permet de rejouer des choses. Par exemple, cette statue de Rick Rubin ou la statue de Farrell, enfin toutes les statues sont très proches pour moi de la statuaire, souvent la statuaire religieuse du Moyen-Âge par exemple, où on sculptait des choses dans du bois, avec des assemblages, etc. Et où il y a une sorte de tension entre le côté numérique très rigoureux de la captation et puis après ça la manière dont c'est fait dans des matériaux qui peuvent être très organiques. Et alors, pour revenir un petit peu sur cette exposition vraiment consacrée à la musique finalement, elle est très présente dans tout votre travail, avec Sébastien Tellier, par exemple, dans Les Nuits Blanches, On Off, ou bien R aussi, le groupe R, que vous connaissez bien. On a rencontré l'un d'entre eux, Jean-Benoît Dunkel, et en fait, il nous a dit ce qui l'intéressait dans votre travail. On l'écoute. J'ai l'impression que l'œuvre de Xavier Veillant est assez dirigée aussi vers une représentation de la réalité, quoi. Et c'est vrai qu'en 2000, on était un peu dans son entourage, donc je pense qu'artistiquement, ce qu'il voulait faire, c'est un peu représenter le monde qu'il côtoie, et on en faisait partie. Et ce qui est artistique, c'est de voir qu'en fait, finalement, qu'importe la définition de la statue, la masse globale ou la forme ou l'âme du personnage reste la même. Et donc, du coup, c'est assez fort. Alors, cette exposition, elle fait vraiment écho à votre intervention au château de Versailles en 2009. Vous rendiez hommage alors aux architectes. 6 ans après, quel souvenir gardez-vous de cette expérience-là, Versailles? C'était une expérience très onirique et très réelle en même temps. Mais en fait, quand je retourne à Versailles, je suis toujours saisi par le même sentiment. On le voit là, c'est... Même en étant... Le carrosse, le fameux carrosse, ouais. pardon. Il y avait ce côté... quand on est à Versailles, on est dans un univers qui est très réel, mais en même temps très imaginaire, que tout le monde partage, même ceux qui n'y sont jamais allés. Et l'exposition était vraiment une expérience... je ne sais pas comment la définir, mais... Ce qui m'a marqué, c'est qu'au-delà de toutes les complexités et de l'échelle énorme de l'exposition, j'ai gardé un rapport assez poétique en fait à cette expérience-là et un souvenir qui est à la fois complètement éthéré et en même temps avec des choses très précises qui sont liées en particulier au jardin. Une dimension très onirique et puis aussi très architecturale. On peut dire qu'il y a une tendance quand même de votre travail à l'architecture. Vous êtes intervenu notamment au château de Rantilly et puis aussi à Marseille pour rendre hommage au Corbusier. L'espace public, pour vous aussi, c'est important de donner accès à l'art contemporain à tous, en quelque sorte. Oui, puis en plus, c'est quelque chose qui se développe au niveau mondial. J'ai une de mes œuvres qui est installée à l'angle de la rue du MoMA à New York. Demain, je pars en Asie pour installer en Corée, à Séoul, pour installer une grande sculpture devant un bâtiment dans l'espace public aussi. Et donc ça, c'est aussi une manière d'aller au-devant de cultures assez différentes, avec des objets qui sont hors du cadre un peu aseptisé du monde de l'art, des galeries, des musées, etc. Oui, c'est plus le White Cube, c'est vraiment pour tout le monde. Voilà. Et on va finir avec un de vos coups de cœur. Alors c'est évidemment de circonstance, parce que c'est un coup de cœur musical. Vous avez choisi Flavien Berger. Ouais. Pourquoi ce choix ?
Je sais pas, je suis tombé sur sa musique un peu par hasard et il fait le développement de la musique aujourd'hui permet de sortir des formats un peu convenus et là il a un morceau qui dure 19 minutes. Oui. Et j'aime bien ce format-là, c'est comme une sorte de voyage en soi, donc j'écoute souvent ça en casque, en me déplaçant par exemple. Et c'est une sorte de cheminement comme un paysage en fait. Et c'est très puissant, j'aime beaucoup ce qu'il fait. On va pouvoir l'écouter, vous nous parlez de voyage. Merci infiniment pour un autre voyage. On peut aller à New York ou à Paris pour découvrir votre exposition musique à la Galerie Perrotin dans les deux espaces. Merci infiniment d'avoir été sur le plateau de France 24 et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi aux artistes du service culture de France 24 qui m'ont aidé à réaliser cette émission et on se quitte comme promis avec votre coup de cœur, Xavier Veillant, Flavien Berger. À très bientôt, c'est du très bon son. Les observateurs, ligne directe. Ici à Johannesburg, la fin de l'apartheid avait fait naître des espoirs énormes. Les gens pensaient notamment dans les quartiers défavorisés que leur vie allait changer complètement, drastiquement. Et puis plus de 20 ans après, notre observateur va vous montrer que les conditions de vie ici sont toujours très difficiles et qu'ils se sentent un peu abandonnés par les autorités. Les rêves brisés de l'Afrique du Sud, c'est le nouveau numéro de la ligne directe des observateurs. Les observateurs, ligne directe, à voir sur France 24 et sur france24.com. Actuel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à New York où des centaines de délégations venant du monde entier sont réunies en ce moment pour faire avancer l'égalité homme-femme. Nous les avons suivis notamment au siège de l'ONU. C'est cette semaine dans Actuel sur France 24. Actuel, à voir sur France 24 et à revoir sur france24.com.